Vous êtes sur TV5 Monde, saison 21, épisode 2. Bienvenue dans Kiosque, votre rendez-vous de la presse internationale et francophone. Au sommaire cette semaine, l'Europe s'affronte sur les quotas. Berlin et Bruxelles sauront-ils les imposer? Et comment la France va accueillir 24 000 réfugiés en 2 ans, près de 2 fois moins que l'Allemagne en 1 semaine seulement. Face à l'urgence, des dizaines de milliers d'Européens manifestent, réclament plus de générosité à l'égard des réfugiés qui affluent sans discontinuer et dans des conditions difficiles. La solution n'est pas ici, elle est là-bas. Je veux rentrer chez moi. C'est ainsi que Jinan, une jeune yézidi rescapée du groupe État islamique, a décliné l'offre d'asile de François Hollande. Là-bas, c'est le Proche-Orient où patientent 4 millions de réfugiés dans des camps. Comment régler le conflit syrien? Intervenir au sol, remettre l'Iran dans le jeu, intégrer les Russes, armer les Kurdes, que de questions délicates. Elle n'a pas de passeport et elle n'en a pas besoin. Elisabeth II est indétrônable au propre comme au figuré. Son règne est désormais le plus long de l'histoire millénaire britannique. Mais c'est un anti-monarchiste qui lui vole la vedette cette semaine. Jeremy Corbyn prend la tête du parti travailliste. Le Labour peut-il réussir un virage à gauche? Est-il dans le sillage de Syriza et Podemos? Pour décrypter cette actualité avec nous cette semaine, bienvenue à vous tous. Pierre Briançon, correspondant à Paris du site d'information politico.eu. C'est l'émanation européenne de Politico qui existe depuis 5 mois. Merci, c'est la première avec nous. Merci d'être là. Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au quotidien anglais The Telegraph. Merci à vous aussi d'être ici avec nous ce dimanche. Björn Willum, correspondant de la radio-télévision danoise à Paris. Merci à vous aussi. Et puis enfin, Gabriel Mbarga, journaliste, producteur indépendant. Merci à vous 4 d'être ici pour décrypter cette actualité. Une actualité encore dominée par l'afflux de réfugiés en Europe, avec des images poignantes, illustration d'une vive tension aux frontières de l'Union européenne. Voilà, ces images sont datées de jeudi. Elles ont été tournées à la frontière gréco-macédonienne où des altercations avec les forces de l'ordre ont eu lieu. Cette semaine encore, des records d'arrivées ont été enregistrés dans l'Union européenne. Berlin s'est dit prêt à accueillir jusqu'à 800 000 réfugiés cette année. L'Allemagne pourrait en recevoir jusqu'à 40 000 rien que ce week-end. Alors plus de migrants et toujours pas de solution politique. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut résumer la semaine, Pierre Briançon? D'abord, en préalable, il n'est pas totalement interdit de voir le verre à demi-plein ou du moins ce qui se remplit dans le verre. Par rapport à une situation il y a 3 mois où il y avait blocage absolu au niveau de l'Union européenne, où la François Hollande, je vous le rappelle, était totalement opposé à tout système de quotas répartis de manière obligatoire et autoritaire, il y a quand même eu du mouvement cette semaine, d'une part par le plan Juncker, d'autre part par l'annonce française qu'il acceptait par avance le plan Juncker. Alors, tout ça avait été déclenché par Angela Merkel la semaine d'avant, qui a eu une attitude remarquablement ouverte vis-à-vis du problème des réfugiés et qui a assurément déclenché le processus qui fait que ça bouge un peu. Alors on peut dire 160 000 sur 2 ans, c'est très peu par rapport à la masse du problème dont vous avez souligné l'ampleur, notamment au Moyen-Orient. Mais les choses bougent. On ne peut pas faire comme si l'Europe reste complètement hostile et fermée. Le problème qui semble commencer de se poser maintenant, c'est qu'il y a visiblement 2 Europes dans cette attitude relativement ouverte. J'allais dire la vieille Europe et l'Europe de l'Est, ex de l'Est, où alors les traditions, peut-être les valeurs ne sont pas tout à fait les mêmes, et on voit qu'il y a même pas de la réticence, de la fermeture absolue, l'opposition absolue à toute forme d'acceptation des réfugiés. Ça, c'est un problème interne à l'Europe qu'il faudra gérer. Voilà, donc une espèce de frontière dans l'Europe, si je vous comprends bien, c'est un avis que vous partagez? Évidemment, on s'aperçoit tous que le problème est appréhendé de manière différente selon qu'on est dans les grands pays moteurs de l'Europe, et notamment l'Allemagne ou la France, pour les raisons qui ont été énoncées, qui touchent aux valeurs, mais je pense qu'ils touchent davantage aux réalités économiques de ces pays. Même si la France va mal, elle a un devoir d'exemplarité par rapport à son histoire. Donc elle fait un effort, même si économiquement les caisses ne sont pas pleines, pour parler comme ça. L'Allemagne a perçu
une opportunité par rapport au renouvellement aussi, par rapport à sa pyramide des âges. Elle a perçu une opportunité par rapport à son économie qui est dynamique, dont cet afflux d'immigrés. Mais la question d'immigrés et de réfugiés, mais la question n'est pas seulement économique, évidemment. Il se joue, je pense que Angela Merkel est en train de négocier, parce qu'elle a été une chancelière remarquable dans sa gestion de l'Allemagne, la prospérité et plein d'autres choses. Elle est en train de gérer quelque chose qui dépasse elle-même, c'est sa propre mandature. Peut-être pour l'avenir, c'est la femme qui va donner un visage à une Allemagne, qui va réconcilier l'Allemagne par rapport à une histoire que nous connaissons tous, qui est un peu lourde. Je pense que ce sentiment de cette Allemagne qui tend la main aujourd'hui contre une Allemagne d'hier, qu'on arrive difficilement à définir, mais c'est lourd. Il y avait Merkel. Oui, Merkel montre la voie. C'est aussi, c'est la voie de l'avenir, c'est la voie de l'Europe. Mais les problèmes dépassent l'Europe. Ce n'est pas quand on parle de globalisation, on nous parle d'économie tous les jours. Aujourd'hui, les difficultés sont également globalisées. Voilà un problème qui part du Moyen-Orient, qui part d'Afrique, parce qu'aujourd'hui on focalise sur les Syriens. Mais il y a eu un glissement. Il y a quelques temps encore, on nous parlait davantage de Lampedusa et autres. Les problèmes sont globaux, ils sont causés souvent par des décisions globales également. Il faut voir tous ces conflits, quelle est l'origine de tous ces conflits également. Alors, il y a une discussion politique, on va y revenir, mais la rue s'exprime aussi, puisque hier samedi, des manifestations à travers l'Europe, dans les principales capitales européennes, globalement favorables dans certains pays comme l'Allemagne, enfin des manifestations pour demander plus de soutien, plus d'aide aux migrants. On a vu aussi des manifestations anti-migrants, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, par exemple à Varsovie, pour donner un exemple. Le fait est que le Royaume-Uni, comme le Danemark, ne sont pas concernés par les quotas pour cette question de dérogation sur la politique de l'asile. Votre titre de Télégraphe écrivait cette semaine « Une subtilité politique balayée face aux réalités politiques ». Il y a finalement, David Cameron a tout de même accepté de prendre 25 000 migrants en Grande-Bretagne parce qu'il a perçu que c'était impossible politiquement dans l'Europe de le faire. Et pour lui, c'est d'autant plus important qu'il faut qu'il obtienne des grands pays européens, et en particulier de l'Allemagne, la possibilité d'avoir suffisamment de concessions au traité européen pour que lui puisse amener au référendum sur la sortie éventuelle de l'Europe de l'Union européenne avec des biscuits. Donc, s'il ne jouait pas le jeu, on ne faisait rien pour lui. Or, il a envie que la Grande-Bretagne reste dans l'Europe. Il va maintenant avoir une opposition qui, elle, n'est pas du tout en phase avec l'Europe telle qu'elle est faite maintenant, puisque elle est à gauche toute et qu'elle considère que l'Europe, c'est une alliance de capitalistes. C'est pas par hasard que M. Corbyn, on va en parler, a été félicité chaudement par Vladimir Poutine, avec le résultat que la Grande-Bretagne va se montrer plus généreuse que la loi, disons, l'obligeait à le faire. Mais d'un autre côté, c'est une économie qui va très bien en ce moment. Alors, l'Europe, donc, on le disait, s'affronte sur les quotas. Réunion extraordinaire demain, lundi, à Bruxelles, des ministres de l'Intérieur pour tenter d'esquisser des réponses communes. Dans son premier discours sur l'état de l'Union, c'était cette semaine, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a appelé à davantage d'union. 160 000 réfugiés. C'est le nombre exact de personnes que les Européens ont à prendre en charge, à accueillir. Et j'espère que cette fois-ci, tous les États européens s'y engageront. Fini les mots, fini la rhétorique, il faut maintenant passer à l'action. Là, au passage, également relativiser la vague migratoire actuelle, elle ne représente que 0,11% de la population de l'Union européenne. L'Union doit réfléchir à sa politique d'immigration. La position danoise, si on la résume, est-ce que c'est moins on donne, moins ils viennent ? Oui, c'était la politique du gouvernement jusqu'à maintenant. Maintenant, ils ont été complètement débordés par la situation actuelle. Il y a cette semaine 5000 réfugiés ou migrants économiques. Je crois que la plupart sont vraiment de réfugiés qui sont transités par le Danemark ou sont en train de transiter par le Danemark parce qu'il n'y a qu'une infime minorité qui souhaite en fait rester au Danemark. La plupart, c'était pour
aller vers la Suède ou vers le Finlande. Donc, mais c'est ce que je pense que si on voit d'une manière plus globale, je crois qu'à partir de demain, je ne crois pas que demain il y aura des grands résultats, mais à partir de demain va s'engager un énorme bras de fer entre, disons que l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, ça veut dire contre ceux qui ne voulaient prendre aucun réfugié ou en toute façon pas faire partie du quota, y compris le Danemark, parce que le Danemark est en dehors de ce système. Donc le gouvernement danois a dit, je crois que c'était avant-hier, ils vont prendre zéro de ce quota. Or que l'Irlande et la Grande-Bretagne, qui sont aussi en dehors, qui n'ont pas d'obligation ou quoi que ce soit, ils sont, comme on a dit tout à l'heure, on dit qu'ils vont accepter. Donc moi, ce que je pense qu'il va y avoir, c'est qu'il y a un grand bras de fer politique avec des menaces de l'Allemagne, peut-être de la France, entre guillemets, renégocier l'espace Schengen en disant que, écoutez, on peut refermer, entre guillemets, les frontières. C'est ce que veulent surtout pas les pays de l'Est, s'ils n'acceptent pas d'une manière ou d'une autre de prendre le quota. Et donc, le Danemark, pour parler de mon pays, ils ont le droit de dire, non, on va prendre zéro, mais ça pourrait avoir des conséquences politiques vis-à-vis des autres pays européens. Vous parlez de Schengen, je vous en prie. Il y a quand même une vérité qu'il faut dire. L'Europe n'a pas le choix. C'est-à-dire que cette vague de réfugiés, elle n'a pas le choix. Elle ne peut pas se barricader sur elle-même et empêcher cette vague de rentrer en Europe. Donc, elle est obligée de trouver des solutions. Elle n'a pas le choix. Et elle a d'autant moins le choix que, même si, par extraordinaire, elle réussissait à se barricader, vous imaginez le chaos qui surviendrait dans ces pays qui vivent déjà des situations terribles, il aurait encore des répercussions en Europe. En termes, imaginez si l'État islamique, par exemple, prenait le pouvoir réellement quelque part, ce n'est pas concevable. Évidemment, on ne dit pas que ça va arriver. Ce que j'essaye de dire, c'est que elle ne peut pas faire autrement que de réfléchir. Je pense que tout le monde est d'accord. Je pense que tous les gouvernements disent oui, on n'a pas le choix. D'ailleurs, ils sont déjà là. Donc, d'une certaine façon, ils vont encore arriver. Se barricader. La crise des réfugiés mondiale, qui a les causes qu'on connaît ou qu'on essaye de comprendre, révèle un problème européen fondamental. Et maintenant qu'on a vu cette phase pendant 15 jours où les bons sentiments ont dominé, je suis désolé de cette expression, où la politique s'est faite en partie, les choix politiques se sont faits en partie sous l'émotion, il faudrait dire émotion plutôt que beaux sentiments, sous l'émotion des images qu'on connaît tous et qu'on a vues et qui ont bouleversé les après l'émotion. Mais la question, c'est qu'on ne fait pas de politique avec de l'émotion et que les 160 000 qui sont là, qui sont gérés, s'ils se trouvent cette semaine, peut-être on y arrivera, et encore pas sûr, mais après ça, 160 000, c'est rien du tout. Je rappelle le chiffre, depuis 380 000 depuis le début de l'année, il y en a 250 000 qui sont arrivés en Grèce. Grèce et Italie, qui sont des pays surchargés, qui prennent à leur charge quasiment exclusive le soutien et l'accueil de ces réfugiés. Donc, il y a une contrainte de trouver une solution politique à long terme, qui ne soit pas juste parce qu'une photo a été publiée à l'une de journal, et en même temps, ces divisions qui font que ça devient extrêmement et dans ces pays. Plus difficile. Une photo dont nous savons maintenant qu'elle a été mise en scène. Ce qui est tout de même un petit peu ennuyeux. C'est pas tout à fait sûr, mais ça n'a pas été véritablement prouvé. C'est une image qui a été détournée, qui a été reprise notamment par le groupe État islamique. Donc il y a eu beaucoup de détournements, mais on n'a pas de certitude à ma connaissance. Mais à la limite, peu importe, parce que ce qui compte, c'est les conséquences de cette image. Les conséquences politiques des gens qui savent. Non, ça se sait maintenant que ça a été mis en scène. Il y a eu une recomposition même de l'arrivée des sauveteurs trop tard sur la plage, etc., avec les clichés précédents. Donc non, on sait qu'elle a été mise en scène. Le problème, c'est que ça va donc se savoir. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la réaction des populations au bout d'un certain temps. C'est un vrai problème politique. On voit, par exemple... Alors, il y a toutes sortes de questions qui se posent, mais on voit, par exemple, ce qui s'est passé en Bulgarie. On voit ce qui se passe en Hongrie, qui est extraordinairement déplaisant. Mais si on s'imagine qu'il n'y a que la Hongrie qui n'est pas capable de faire ça, on rêve. Et donc, on est essentiellement en train de se dire, bon, nous allons mettre au pouvoir un certain nombre de partis pas plaisants si on dit, on fait exclusivement de la politique avec des bons sentiments. Donc il faut savoir aussi mesurer comment on peut poser les choses en se posant des questions difficiles. Alors effectivement, c'est pas sentimental, mais c'est important. Vous parliez de la Hongrie, il y a une image qui est devenue virale cette semaine. On voit une journaliste hongroise à la frontière avec la Serbie qui fait tomber un homme avec un enfant dans les bras d'un croche-pied. Vous la voyez, cette image. Cette journaliste travaillait pour une chaîne de télé proche du parti d'extrême droite Jobbik, qui a été licenciée. Il a fini
par présenter ses excuses. Pourquoi j'en parle ? C'est parce que c'est cette frontière même, cette frontière qu'on voit là, que Budapest veut bloquer dès mardi avec une double clôture de fils barbelés. 3800 soldats sont chargés de veiller à sa construction par des prisonniers réquisitionnés. Est-ce que l'espace Schengen, qui est un principe fondamental de l'Union européenne, est-ce qu'il est mort ? En toute façon, la partie qui dit que les pays frontières doivent traiter les demandeurs d'asile qui sont venus, ça c'est mort. Je veux dire, ça c'est un des principes fondamentaux. C'est Dublin, c'est plutôt les accords de Dublin. Schengen, c'est la libre circulation. Ouais, mais ça fait quand même partie intégrale aussi de la partie Schengen. Ça veut dire, sans ça, on peut renégocier tout. Et donc ça c'est mort parce que l'Allemagne et la France, entre autres, et je crois même le Danemark a complètement renoncé à renvoyer le gens en Grèce ou en Italie ou même en Allemagne, même s'ils le pouvaient. L'Europe et les principes européens ne sont pas remis en cause quand un pays, un gouvernement un peu bizarroïde, comme celui qui est au pouvoir en Hongrie depuis pas mal de temps, décide de ne pas en appliquer les règles. Ça fait longtemps que M. Orban décide de s'affranchir d'un certain nombre de règles européennes et qu'on fait pression, on essaie de le ramener à la raison, etc. Donc c'est pas un incident qui remet en cause. Cela dit, même en France, vous voyez des gens comme Nicolas Sarkozy qui veulent renégocier. Mais bon, c'est peut-être un processus qui va prendre du temps. Et en face, vous avez les gens qui sont assis sur les principes européens, qui disent on a décidé ça, l'Europe en a bénéficié d'une manière incroyable, et donc c'est pas le moment de remettre en cause ça au moment d'une crise. Le gouvernement de François Hollande a plus ou moins bloqué la frontière italienne. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles qui ne sont absolument pas prévus par l'espace Schengen. On dit on a le droit pendant 28 jours, etc. Mais essentiellement, vous avez des douaniers et des policiers de chaque côté de la frontière italienne, à Vintimille et après Menton, et ils ont bloqué la frontière italienne. Alors l'idée de penser que c'est exclusivement la Hongrie qui va faire ça, je ne suis pas sûre. Le Danemark, à un moment, avait aussi bloqué ses frontières, et j'appellerai pas le gouvernement danois un gouvernement bizarroïde. Je pense que c'est pratique d'avoir les Hongrois, c'est des gens horribles, ils sont fachos, bon, mais non, la question est un petit peu plus large que ça. Oui, je suis d'accord, parce que au Danemark aussi, le gouvernement, pour prendre l'exemple, ils ont été complètement débordés, ils ne savaient pas quoi faire. Dans le passé, c'est sûr que quelqu'un qui arrive sur le territoire danois irrégulier sans se présenter à la police, on a la moindre doute, même s'il a revenu de l'Allemagne, on le renvoie en Allemagne, et même pas à cause du espace Schengen, mais parce qu'on a un ancien traité qui date de 50 ans avec l'Allemagne, qu'on pourrait les renvoyer. On n'a même pas appliqué. Là, cette semaine, on n'a même pas appliqué ça. On a laissé tout tomber. On a laissé le gouvernement danois ne savait pas quoi faire. C'était la police qui a sans l'autorisation du gouvernement, a laissé les gens passer sans les enregistrer et faire ce qu'ils voulaient aller en Suède. Je récuse un peu l'expression bon sentiment. Madame soulignait à juste titre le risque qu'il y a de réactions extrêmes des peuples dans certains pays. Il faut que les peuples européens sachent aussi une chose. La paix et la prospérité dont ils jouissent est aussi le résultat d'une politique menée à l'échelle européenne qui peut, à certains moments, avoir des répercussions. Parce que dans un certain nombre de conflits qui sont à l'origine de ces exodes pour un certain nombre, il y a eu des positions européennes qui peuvent être interrogées. On peut interroger, c'est-à-dire que quand on jouit de la paix et de la prospérité, c'est bien à ce moment-là. Mais il faut aussi, quelquefois, interroger ces gouvernants sur un certain nombre de décisions. Donc, parlons un peu de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe, qui sont beaucoup plus actifs dans ce qui s'est passé en Syrie, parce que nous, on a refusé d'intervenir en Syrie, mais eux, ils ont payé l'État islamique, ils ont financé les différentes insurrections, et qui ne prennent pas un seul réfugié. Alors, tout le monde a vu une autre photo qui est devenue virale en ce moment. La photo des 200 000 tentes air conditionnées qui sont en Arabie Saoudite pour le Hajj. Elles vont servir pendant 6 jours. Et dans lesquels on ne peut pas mettre les réfugiés. Ils ont juste offert de construire immédiatement 200 mosquées en Allemagne. C'est gentil de la part du roi d'Arabie Saoudite, mais je ne pense pas que ça soit la réponse à la solution. Les États pétroliers du Golfe sont des satellites des États pétrovores mondiaux, que sont les États-Unis et autres. Ce sont des satellites dont on assure la sécurité. Les États-Unis ont l'indépendance énergétique aujourd'hui. Oui, non, mais ils puisent énormément, ils continuent de puiser, ils soutiennent, ils installent. Quand on combat les dictatures, on ne cite jamais un certain nombre de ces gens-là. Non, ce sont des satellites. Il y a des porte-avions qui sont là pour les garder. On va rester dans cette région, on va y aller tout doucement. La Commission européenne donc, entend répartir en 2 ans quelques 160 000 demandeurs d'asile
sans règlement du conflit en Syrie, je pense que tout le monde s'accorde là-dessus, ce chiffre risque vite de devenir complètement obsolète, car l'Europe accueille un pourcentage infime des 4 millions de réfugiés syriens qui se trouvent globalement dans les pays voisins, en Turquie, au Liban et en Jordanie, où se trouve le plus grand camp du Proche-Orient, 100 000 personnes à Zaatari. C'est un dédale poussiéreux, fait de milliers de petites habitations préfabriquées. En voici l'artère principale. Les réfugiés l'appellent les Champs-Élysées. 1 kilomètre des shops et un glacier à succès. Il y a des magasins pour l'alimentation, le nécessaire pour la maison, les produits de beauté. Tu trouves tout ici. De tout jusqu'au plus insolite, cette boutique de robes de mariée par exemple. Robes de mariage, de fiançailles et ici de gala. En location pour 20 € les 24 heures. Les gens veulent une vie normale, même s'ils sont loin de leur maison. Il faut bien continuer à s'offrir de bons moments. Car la vie est loin d'être facile dans ce camp où tous les réfugiés dépendent de l'aide humanitaire. Surtout quand il fait 42 degrés et que les habitations n'ont pas de climatisation. Plusieurs dizaines de milliers de réfugiés vivent ici dans le camp de Zaatari depuis plus de 3 ans maintenant. Alors l'accueil massif de migrants syriens en Europe ces derniers jours a forcément réveillé chez certains les espoirs de départ. Dans la boutique du barbier, l'Europe est sur toutes les lèvres. Moi, je suis trop vieux pour aller en Europe. Mais les jeunes s'en iront pour avoir un avenir. La Jordanie nous a bien accueillis, mais ce n'est pas un pays riche. Alors il faudra bien aller chercher une vie meilleure ailleurs. Un peu d'argent, de l'éducation pour les enfants. Les 12 arrondissements de Zaatari se videront-ils progressivement des candidats à l'exil? Il faudrait pour cela obtenir une autorisation de sortie très rare. Car ce camp est aussi une prison qui ne dit pas son nom et dont il reste très difficile de s'enfuir. Alors on va tout de suite regarder une carte d'Amnesty International, je la trouve assez parlante. 5 pays dans le monde accueillent 95% des réfugiés syriens, 650 000 en Jordanie, ils sont près de 2 millions en Turquie pour une population de 75 millions. Mais c'est surtout vers le Liban que les regards se tournent. Le pays accueille plus d'1 million de réfugiés syriens. C'est le 5e de sa population. On retrouve tout de suite à Beyrouth l'un des rédacteurs en chef du quotidien L'Orient le Jour. Michel Touma, merci d'être avec nous en ce dimanche. Première chose, est-ce que ces réfugiés syriens du Liban sont désormais prêts à prendre le chemin de l'exil vers l'Europe et en plus grand nombre? Pour le moment, d'abord, une petite précision. Nous accueillons 1 100 000 réfugiés syriens. Ça constitue entre 25 et 30% de la population libanaise. D'abord parce que le million de réfugiés syriens que nous évoquons, ce sont ceux qui sont enregistrés officiellement. Il faut ajouter cela un certain nombre supplémentaire. Donc ça fait entre 25 et 30% de la population libanaise. Alors pour répondre à votre question, pour le moment, oui. Je vous en prie, allez-y. Oui. Pour le moment, rien n'indique vraiment qu'il y a un mouvement de départ du Liban vers l'Europe. Il y a eu quelques cas. Il y a eu des passeurs qui ont été arrêtés au Liban il y a quelques jours. Il y a des embarcations qui ont quitté le littoral du Liban Nord vers Chypre et puis sans doute vers la Grèce. Mais on ne peut pas parler d'un départ vraiment significatif des réfugiés syriens qui sont installés au Liban. Du moins pour le moment, il n'y a pas d'indication fiable ou sérieuse sur ce plan. Comment cette situation est vécue au Liban? On dit toujours que c'est une pression démographique qui est dangereuse pour le pays. Comment elle est vécue maintenant après plusieurs années de cette situation? Alors, elle est vécue d'abord sur le plan évidemment socio-économique. Ça constitue un très lourd fardeau pour la population libanaise qui est déjà confrontée à des difficultés économiques très graves. Mais le problème se pose surtout sur le plan politique et sécuritaire. Vous savez que le Hezbollah libanais participe activement au combat en Syrie pour défendre le régime de Bachar al-Assad. Et donc, ça constitue, cette participation du Hezbollah à la guerre syrienne se reflète par un profond ressentiment au sein de la population syrienne et plus particulièrement parmi les milieux sunnites. Alors, sur le million de réfugiés syriens qui sont présents au Liban, il y a facilement 70 ou 80% de sunnites. Donc il y a une bonne partie qui
qui ont une attitude agressive, disons, à l'égard du Hezbollah. Ce qui pose un problème sécuritaire au Liban. Est-ce que l'Union européenne y présente au Liban dans des aides à ces réfugiés et comment? Oui, alors effectivement, d'abord nous attendons la visite du président Hollande au début du mois d'octobre au Liban. Il compte visiter un camp de réfugiés syriens pour bien marquer le soutien et l'appui de la France au Liban dans ce domaine-là, au niveau de l'accueil des réfugiés syriens. Mais cet appui de la France s'inscrit dans un cadre plus large. La visite du président Hollande aura lieu après une conférence de soutien au Liban qui va avoir lieu fin septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette conférence de soutien au Liban aura lieu en présence du président Hollande et des ministres des Affaires étrangères des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, du secrétaire général de l'ONU, du secrétaire général de la Ligue arabe et de nombreux responsables européens. Donc il y a une mobilisation européenne pour venir en aide au Liban. Il y a des fonds qui ont été dégagés. L'Union européenne, en avril 2015, s'est engagée à fournir près de 600 millions de dollars d'aide au Liban pour accueillir les réfugiés syriens. C'est une aide qui est importante parce que vous comprendrez que ce facteur de présence syrienne constitue un élément déstabilisateur au Liban, que ce soit sur le plan politique ou sécuritaire. D'où la nécessité d'aider les populations locales à faire face à cette situation. Merci Michel Thomas d'avoir été avec nous en direct depuis le Liban. Ce sont évidemment des précisions précieuses concernant la situation dans cette région. On a vu tout à l'heure des images de la Jordanie, du camp en Jordanie, qui dans un premier temps avait vraiment ouvert ses frontières. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas en raison de la présence de groupes djihadistes en Syrie. Est-ce que là-bas, l'approche sécuritaire prime sur l'humanitaire aussi ? Alors, ce qu'on sait, c'est que la Jordanie a reçu beaucoup d'argent des États-Unis pour s'occuper de ces réfugiés. Il y a l'opposition jordanienne en exil qui dit que très peu de cet argent va jusqu'à ce fameux camp qui a été décrit à juste raison comme une prison, puisqu'on ne peut pas en sortir, et que tout à la fois, il y a une pression énorme. Dans un pays dont la stabilité est extrêmement importante à la région. Et en même temps, on ne peut pas absolument dire que la Jordanie n'essaye pas, et c'est un peu compréhensible, de s'en tirer. Mais on ne voit pas très bien ce qui pourrait se passer d'autre. D'autre part, les Jordaniens ont extraordinairement mal réagi à la façon dont leur pilote qui a été capturé a été brûlé vif devant une caméra de Daesh. L'opinion jordanienne est très remontée là-dessus. Le roi a le soutien de la population sur cette question. Il a fait une espèce de mini-Poutine en se mettant il fait partie de l'armée de l'air en costume de pilote et en disant qu'il allait lui-même aller bombarder les positions de Daesh. Je ne suis pas sûr qu'il soit allé le faire, mais enfin, en tous les cas, on l'a vu à la télé en train de le dire. Personne n'a envie que la Jordanie saute, à tout point de vue, parce que si la Jordanie saute, à ce moment-là... C'est le cas pour tous les pays, finalement. Personne ne veut que la Jordanie saute, personne ne veut que le Liban saute, que la Turquie, etc. Reste que le nœud du problème reste... La Turquie, c'est autre chose. La Turquie, c'est autre chose. La Turquie, c'est un pays de transit encore, mais enfin... C'est un pays qui a joué avec tout le monde. Je veux dire, ils ont armé tout le monde, ils ont aidé les gens, ils ont profité du fait qu'ils allaient intervenir comme faisant partie de l'Europe pour aller bombarder essentiellement le PKK et d'autres Kurdes qui n'étaient pas nécessairement des gens du PKK, mais dont on a dit que c'était des gens du PKK. Reste que le nœud du problème, on est tous d'accord là-dessus, c'est la Syrie. Rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire, si ce n'est que cette semaine, éventuellement, peut-être la France, la Grande-Bretagne envisage peut-être des frappes aériennes contre le groupe État islamique en Syrie. Et c'est ce que je trouve qui serait important, si sauf erreur de ma part. Aujourd'hui, le journal du dimanche a sorti un sondage en disant qu'une majorité des Français, je crois environ 56%, sont favorables non seulement à des frappes aériennes, mais à une intervention sur le sol. Mais ça, tout le monde sait que c'est la seule façon d'y aller. Pourtant, on sent des réticences diplomatiques là-dessus. D'abord, vous dites la Syrie est le nœud du problème. Je vous rappelle que le nœud du problème, il y a 2 ans en matière de réfugiés, c'était la Libye. Et la Libye, c'est l'exemple de pays où
des interventions, un peu émotives, spontanées, conduisent à une situation qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on savait mal, qu'on y est allé n'importe comment, parce qu'un philosophe a conseillé un président européen. Bon. On le cite, dans le cas de la Syrie, les sondages, ils changeraient du jour au lendemain et d'une semaine à l'autre si des victimes françaises venaient à être ramenées en cercueil à l'aéroport. Donc, en revanche, c'est vrai que c'est un processus dangereux, mais en même temps, on est dans le commentariat où les solutions sont toujours très simples du côté des journalistes. Et quand vous réglez la question sur place, qui a proposé une solution satisfaisante et pratique ? Les Russes parlons-en. Parlons des Russes, puisque parlons les Russes sont en ce moment la capacité de M. Poutine à se tirer des balles dans le pied. Alors, avec, la Russie a en ce moment une position assez contradictoire, puisque d'un côté, elle essaye de revenir dans le jeu diplomatique, de revoir des membres de l'opposition syrienne, etc., etc. De l'autre, on nous dit que la Russie livre des armes à la Syrie. Mais c'est pas contradictoire. La conception poutinesque, poutinienne de la vie diplomatique, qui est très rustre, pas du tout sophistiquée, qui est très basique, il laisse entendre, et il envoie sans doute des troupes sur place en pensant que ça lui donne une arme de négociation dans la solution éventuelle de la question syrienne. La Syrie, c'est le dernier allié qui reste, il faudrait dire qui restait, de la Russie dans cette région, avec une petite base de rien du tout en Méditerranée, mais enfin quand même symboliquement importante pour l'armée russe, qui est très... Bon. Du président pour la marine russe. Mais qui n'est pas fondamental, mais encore une fois très important pour les amiraux qui parlent à l'oreille de Poutine. Donc là, c'est encore une fois cette tentative très, très primitive. C'est la diplomatie, comme on la faisait à l'époque de Kadhaniev. Est-ce que la Russie, malgré tout, aujourd'hui, comme dernière et seule alliée de Damas, du régime de Bachar el-Assad, est-ce que justement, aujourd'hui, la Russie peut aider à dénouer la crise, la guerre? En prolongeant l'agonie, vous voulez dire? En fait, c'est ce qu'ils cherchent. Le régime de Bachar el-Assad n'est pas sauvable, donc ils vont faire durer un peu plus longtemps. Il faut sauver la Syrie quand même. En essayant de faire en sorte que... Est-ce que la Russie peut sauver la Syrie? Est-ce que la Russie peut garder une continuité, en tous les cas, une fiction qu'on accepte de continuité politique en Syrie, en faisant partir Bachar? Ça, c'est une possibilité. Parce que, et auquel cas, l'autre danger, évidemment, c'est qu'on sait que la raison pour laquelle Bachar n'est pas tombé, c'est que son armée a été commandée largement par un colonel iranien qui s'appelle Soleimani, qui est maintenant rentré en Iran d'ailleurs. Mais enfin, quand les rebelles syriens, au début de la guerre ou de la première partie de la guerre, arrivait en vue de Damas, quelqu'un qui savait vraiment faire la guerre est allé s'occuper de ça pendant 2-3 ans. Tout ça, c'est quelque chose sur lequel le poids russe peut compter, spécialement parce que la Russie a aussi une influence diplomatique en Iran. Donc ça, ce serait une possibilité. Ensuite, on décide que on peut cantonner Daesh, j'en sais rien. On peut se dire, bon, on les attaque sans nécessairement favoriser un autre côté tout aussi... Mais tout ça repose sur l'idée. Tout ça repose sur l'idée, à mon avis, entièrement fausse, mais très en cours dans les chancelleries européennes, que la Russie est une espèce de diplomatie stratégique. Il y a des visions à long terme de la Russie, on connaît ses vieux intérêts. Il n'y a rien de tel, absolument rien de tel. Il y a une vision tactique, il y a des réactions à des coups plutôt que des actions. Et donc, à mon avis, c'est une vision qui ne va pas plus de 6 mois. Donc, on met des troupes, on va voir ce que ça va donner, on pense que ça va nous arranger à l'ONU. Est-ce que la Syrie, c'est pas la revanche russe sur ce qu'elle considère comme l'ingérence occidentale en Ukraine? Est-ce que ces théâtres-là ne sont pas des affrontements indirects? C'est-à-dire que les Européens la Syrie... ont plutôt tendance à parler de l'ingérence russe en Ukraine, en l'espèce. Ouais. Oui, non, mais ingérence diplomatique. Eux, ils perçoivent la chose de leur point de vue. Ils perçoivent la chose de leur point de vue parce qu'ils ont leur intérêt stratégique là. C'est un État tampon entre eux et le reste de l'Union européenne. Ils considèrent qu'ils ne peuvent pas avoir leurs adversaires, entre guillemets, directs, aussi frontalement. Non, je pense que vous avez sur un point, c'est que ça fait partie, encore une fois, de la même
vision diplomatique russe, qui est relativement récente depuis 2 ans, depuis la réélection de Poutine, vision un peu paranoïaque sur on est attaqué de toutes parts, ils nous en veulent, ils veulent nous avoir, et donc essayer de contrer chaque fois sur place pour voir un peu... C'est une tendance lourde depuis 400 ans aussi chez les Russes en même temps. C'est pas comme si on avait pu espérer pendant 25 ans qu'ils en étaient revenus. Oui, alors je suis d'accord, je pense que les Russes, ils respectent que les forces, ils reprennent le coup par coup, et comme ils voient que l'Occident n'a pas vraiment de stratégie, ils en profitent. Et les seules choses que les Occidents auraient dû faire depuis longtemps, ou pourraient faire, c'était en venir au sol. Et quand les Russes montrent qu'ils sont capables de le faire, ils voient qu'il n'y a rien en face, sauf quelques bombardements. Là, c'est le problème. Et la grande différence, il faut le rappeler, entre l'Irak et la Syrie, c'est qu'en Irak, au moins, on a les Kurdes pour faire le travail au sol. Et en Syrie, il n'y en a pas vraiment un allié. Il y a l'armée syrienne libre, mais qui ne peuvent pas vraiment faire la même chose. Et par rapport au sondage dont j'ai parlé tout à l'heure, je pense que c'est quand même remarquable que l'opinion française est prête à intervenir a priori sur le sol. Même je suis d'accord que ça peut changer, mais regardons à l'époque de l'Irak, l'opinion et la classe politique, je parle là en 2003, quand les Américains, ils étaient tout le contraire, ils étaient totalement opposés à ça. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils sont anti-américains. Pas seulement. Je suis pas d'accord. Dans des capitales européennes. Non, pas seulement. Je pense que c'est le fait d'intervenir au sol, que l'opinion française est prête à ça. Je pense que c'est un vrai virement. Je ne pense pas que c'est seulement anti-américain. Et je pense que c'est aussi une des leçons de la guerre en Libye, c'est qu'on a, sauf quelques troupes forces spéciales pour guider le bombardement, on n'avait pas une présence sur le sol. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? On a désarmé le gouvernement de Kadhafi, et après il y avait tout le stock de raquettes, je ne sais pas quoi, dans laquelle pouvaient se servir les islamistes. Donc, et c'est un peu la même chose qu'on risque de passer en Syrie. Et je pense que peut-être l'opinion publique, un peu l'espoir, on s'est rendu compte que ça ne suffit pas juste de détruire par avion, qu'il faut aussi un peu voir sur place avec des soldats. Nous verrons donc quel sera le poids de l'opinion publique sur ces questions, intervention terrestre, intervention aérienne. Évidemment, c'est un sujet dont nous reparlerons dans Kiosque, ça c'est sûr. Actualité chargée également en Angleterre cette semaine, notamment grâce à une personnalité immuable et mutique. Elle incarne à elle seule le XXe siècle, et s'il ne fallait retenir qu'un élément de sa biographie, elle est la patronne de 007. Mr. Bond, Your Majesty. Good evening, Mr. Bond. Good evening, Your Majesty. Bon, à mettre aussi à son crédit, évidemment, le sens de l'humour britannique, l'autodérision. C'est des images qui avaient été diffusées au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques il n'y a pas si longtemps. Bon pied, bon oeil, Elisabeth II détrône son illustrissime trisaïeule Victoria. Son règne s'impose comme le plus long de l'histoire millénaire britannique. Indice de satisfaction, et ça pourrait en faire pâlir pas mal, 80%. La reine est devenue archi populaire. On va voir, je vous propose de regarder une canadienne, National Post, un roc de stabilité à propos de la reine. Elle est aujourd'hui le ciment d'un Royaume-Uni multiethnique et tiraillé par les régionalismes. Est-ce que la royauté est le meilleur garant de la démocratie ? En Grande-Bretagne, en tout cas. En Grande-Bretagne, il y a 1000 ans de royauté, il y a 800 ans de Magna Carta, c'est le premier contrat qui établit les droits et les devoirs de la monarchie par rapport, on ne va pas dire à son peuple, mais en tout cas à ses nobles, à sa structure. Donc, en Grande-Bretagne, ça marche. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait que la Grande-Bretagne est une espèce de distance à l'égard de l'Europe. Il y a un certain nombre de pays, on peut penser à l'Espagne ou au Portugal, qui sortaient de dictature dans les années 70 et qui sont arrivés dans l'Union européenne
européenne, enfin, je crois que c'était encore je ne sais pas si c'était le marché commun, c'était entre l'EEC à l'époque, c'était une garantie qu'elle n'allait pas retomber dans la dictature. Alors, pour l'Espagne, on peut d'ailleurs se rappeler que quand il y a eu une tentative de coup d'État franquiste, le roi Juan Carlos l'a arrêté en demandant aux conjurés d'abandonner leur conjuration. Mais néanmoins, les Anglais disent, écoutez, nous, on a une démocratie qui fonctionne depuis 1000 ans, on n'a pas besoin de vos leçons. Alors, c'est une chose. Mais il y a aussi le fait que la reine elle-même a une personnalité particulière, que c'est quelqu'un qui, non seulement a visiblement le sens du devoir et une grande intelligence, mais qu'en plus, elle a tenu le contrat. Le contrat d'une monarchie constitutionnelle, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les opinions politiques de la reine. La reine est la garante de tout. Elle a reçu 27 premiers ministres dans sa carrière. 17 premiers ministres dans sa carrière. Ça a commencé avec Churchill. Beaucoup de gens en Angleterre se demandent ce qui va se passer si par hasard un jour c'est Jeremy Corbyn qui lui a décidé qu'il était contre la monarchie. Elle s'entendait d'ailleurs bien avec eux de façon qu'on ne pouvait pas imaginer. Par exemple, celui avec qui on sait qu'elle avait les meilleurs rapports, c'était Jim Callaghan, qui était un premier ministre travailliste. On ne sait pas ce qu'elle pense. Alors il y a un problème, c'est que elle, même les Anglais qui disent je suis pour la République, mais on regarde la reine aussi longtemps qu'elle sera avec nous, c'est que son fils Charles n'est pas neutre. Son fils Charles a envoyé... mieux ses opinions. Il a envoyé 53 lettres à des ministres du royaume. Dans ces lettres, il faisait avancer les intérêts d'un certain nombre de choses plus ou moins respectable. Il est bon pour l'écologie. Non, c'est important. Voilà. Il est pour l'écologie. Il dit il faut faire de l'écologie, il ne faut pas faire construire des tours, etc. Mais il dit aussi qu'il faut donner des crédits de la sécurité sociale anglaise à l'homéopathie, qui essentiellement est une plaisanterie. Se pose la question de la... C'est un vrai problème constitutionnel. Ça, c'est la question de la succession et constitutionnelle qui se pose. Pour revenir à la reine, parmi ses tâches, parmi ses devoirs, elle sillonne le Commonwealth, un ersatz d'empire constitué de 54 pays. C'est une réalité diplomatique en Afrique, et on peut dire que ça marche mieux que la France-Afrique, par exemple. Oui. Du moment que la France-Afrique est très impliquée au quotidien dans une proximité avec ses dirigeants. Et donc l'Afrique francophone a ce travers de fonctionner de manière un peu contestable, disons. Les Anglais sont plus distants. C'était déjà leur mode de colonisation par rapport aux pays qu'ils ont colonisés. Et ils ont laissé, dans la mesure où leurs intérêts n'étaient pas vitaux, des pays prendre leur essor. Donc le Commonwealth est un espace, on va dire, d'impulsion diplomatique très très subtile, parce que ça crée quand même la langue, ça crée une proximité culturelle, historique, politique et maintenant diplomatique. Et puis il y a des petites choses concrètes, parce qu'ils sont toujours concrets. Des aides aux étudiants, des bourses, des programmes de recherche, etc. Donc ils font des choses qui fonctionnent. Les gens n'ont pas... Des facilités à l'immigration qui expliquent en grande partie... Les gens n'ont pas l'impression d'appartenir à un emploi politique. Multiculturel et multinationale pratiquement, qui frappe. Et la vivacité de Londres, comme c'est pas seulement ce qu'on dit les services financiers, cette espèce d'énorme cité mondiale qui s'explique en partie par le fait que c'est la capitale du Commonwealth. Donc, la reine a tout de même eu une impulsion importante sur le maintien du Commonwealth et les devoirs de la Grande-Bretagne à l'égard du Commonwealth. Et on sait que, je viens de dire qu'elle ne faisait pas de politique, mais elle considérait que c'était quelque chose de plus fondamental. Elle a poussé aux accords de Lancaster House en 1980 pour la fin du règne blanc en Rhodésie, qui est devenu le Zimbabwe. Alors bon, par la suite, ça a dégénéré, mais c'était très important qu'elle fasse signifier que c'était quelque chose qui était important pour elle. Et une reine qui est évidemment au courant de tout, parce que même si on parle d'elle comme d'un produit marketing, elle a quand même un rôle politique, elle est au premier plan politique, et peut-être, vous le disiez tout à l'heure, peut-être un jour recevra-t-elle Jeremy Corbyn. Il vient de prendre la tête du Labour et il vole la vedette à sa souveraine. Il a été donc élu à la tête du Parti travailliste. Pendant ces 3 mois incroyables, notre parti a changé. Nous avons énormément grandi grâce aux espoirs de tant de personnes ordinaires pour une Grande-Bretagne différente, une Grande-Bretagne meilleure, une Grande-Bretagne plus juste, une Grande-Bretagne plus décente. Elles en ont assez de l'inégalité, de l'injustice, de la pauvreté inutile. Toutes ces questions ont amené ces personnes à un état d'esprit fait d'espoir et d'optimisme.
Alors, une victoire qui consacre la surprenante ascension de cet eurosceptique de 66 ans, farouche opposant à des politiques d'austérité. C'est l'idole des réseaux sociaux. Il fait un carton chez les jeunes qui rêvent d'un Syriza ou d'un Podemos britannique. On a beaucoup de choses à apprendre de Karl Marx, a-t-il déclaré. Il circule à vélo. Cet ascète a divorcé, dit-on, de sa deuxième épouse parce qu'elle voulait envoyer leurs enfants dans une école privée. Ça fait 30 ans qu'on se moque de son look, qui est fait de chaussettes dans des sandales et de maillots de corps notamment. Anti-monarchiste, vous le disiez tout à l'heure, il est favorable aux nationalisations des principales entreprises du pays. Bref, Tony Blair, pendant cette campagne de 3 mois, conseillait une transplantation cardiaque à ceux dont le cœur bat pour lui. Il y a fort à parier que c'est aujourd'hui Tony Blair qui a, lui, une crise cardiaque parce que lui, il est élu à la tête du Labour. C'est à gauche toute. Et puis c'est surtout la négation délibérée de tout ce que Tony Blair avait essayé de construire depuis 1994. Et donc c'est à gauche toute, c'est un démenti, c'est une claque fondamentale pour les tentatives de troisième voie de Tony Blair. C'est sans doute inquiétant sur le fonctionnement équilibré de la démocratie anglaise qui s'en remettra, évidemment j'en suis sûr, parce qu'on en a vu d'autres. Et c'est surtout le signe que cette podémisation d'une grande partie de la gauche européenne, c'est pas seulement l'Angleterre. On va le voir bientôt ailleurs, en France, on va le voir, on le voit dans beaucoup de pays à l'heure actuelle, de cette gauche qui préfère affirmer les grands principes que de se risquer à ce truc difficile, complexe, pas très reluisant parfois, qui s'appelle le pouvoir. Et donc c'est vrai que Corbyn est inéligible, sauf à une transformation difficilement envisageable de la société anglaise, et en tout cas certainement pas, je ne vois pas ça dans 5 ans, mais c'est un symptôme là aussi de ce qui se passe en général en Europe, qui est porté à son paroxysme par les électeurs de Corbyn. Corbyn inéligible alors? Plusieurs choses. Oui, au début de la montée de Corbyn, le parti conservateur avait même conseillé à ses partisans d'aller s'inscrire au parti travailliste. Ça coûtait que 3 livres. Et d'aller voter pour Corbyn parce que ça garantissait à Cameron un Reich de 30 ans, comme on disait en plaisantant. Cela dit, bon, la déclaration de Tony Blair, c'était évidemment le baiser de la mort, parce que ce qu'on reproche à Tony Blair, outre le fait qu'il restait longtemps au pouvoir et qu'en Irak, il a jugé intelligent d'épicer des rapports pour envoyer les Anglais en Irak, dans l'intervention en Irak, et il a menti, ça ne se fait pas du tout chez les Britanniques. Mais après, quand il a quitté le pouvoir, essentiellement, il n'y a pas un dictateur déplaisant pour lequel il n'ait pas travaillé moyennant finance. Il travaille pour le président du Kazakhstan, il travaille pour le président de l'Azerbaïdjan, il travaille pour toutes sortes de gens déplaisants. C'est un affairiste. Et donc, c'était vraiment, s'il y avait eu un conseil, une chose qu'il pouvait faire pour essayer que Corbyn ne soit pas élu, c'était de rien dire. C'est un rejet personnel de Blair, encore plus que du New Labour. Alors l'autre chose sur Corbyn, c'est moi je crois à la dynamique de la victoire. Je ne pense pas qu'il soit éligible, mais je pense que un aspect des éléments du débat en Grande-Bretagne vont être redéfinis, d'autant plus que ce qui a été pris dans ce qui s'est passé avec Corbyn, c'est tout de même l'arrivée du pouvoir par des minorités agissantes. Alors je suis assez vieille pour me rappeler des minorités agissantes chez les trotskistes à l'université il y a assez longtemps, et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a brusquement triplé le nombre des adhérents, les gens qui sont, on a dit c'est de la démocratie, on a retiré dans le changement des statuts du Parti travailliste qu'on doit à M. Miliband, qui avait raté les élections nationales, on doit le fait qu'au lieu que ce soit les députés, c'est-à-dire les gens élus par le peuple, qui décident du nom de leur leader, qui est automatiquement Premier ministre, un système parlementaire, n'importe qui pouvait venir s'inscrire, et les gens qui voulaient s'inscrire, c'était des activistes. Alors comme ça, il a certainement fait plus de voix que ce qu'on pensait. C'est aussi un retour sur le devant de la scène des syndicats. C'est un retour des syndicats, c'est un retour des minorités agissantes. Les syndicats étaient déjà revenus et c'est eux qui avaient permis l'élection de Miliband contre son frère, je vous rappelle, il y a 5 ans. Donc les syndicats qui sont en voie, comme partout ailleurs, dont l'influence se réduit progressivement, ont tenté un coup, Miliband les a aidés et on voit maintenant le résultat. Donc c'est un peu, pas le retour, mais ça confirme Alors, le problème les partis britanniques sont des partis de gouvernement, sont des partis parlementaires. Ce qui compte dans la vie réelle, la vie politique réelle, c'est la vie du groupe parlementaire travailliste. Alors, il y a une chose qu'il faut dire. Corbyn est très mal placé pour les discipliner au sens où traditionnel ou le leader de l'opposition. Il veut les désélectionner. Il veut déjà donner le ton dès mercredi dans les questions au Premier ministre, puisqu'il a déjà fait des propositions pour que tout soit centralisé chez lui et que ça soit plus ouvert
envers les autres. Il aura du mal à les faire voter. Il aura du mal à les faire voter dans le sens qu'il veut. Ceux-là, oui, il va les désélectionner. Oui, non, mais il ne peut pas leur envoyer le droit de vote. Je suis désolé, ils ont été élus, ils sont élus pour 5 ans, il va les garder. Donc le groupe parlementaire travailliste... Ils sont élus pour 5 ans, ils ne seront pas représentés. Non, mais sérieusement, il faut dire ça. Un des membres les plus indisciplinés de son parti, depuis qu'il vote pratiquement, celui qui a le plus voté contre son parti 400 fois. Va se retrouver face à un parti qui ne veut pas de lui, un groupe parlementaire qui ne veut pas de lui. Il va sélectionner... Qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais expliquer ce qui va se passer. Sérieusement, parce que Corbyn a maintenant essentiellement une lame contre le cou de 90% des députés du Parlement. Et il leur dit, si vous voulez que vos comités locaux vous représentent pour les élections de 2020, il faut, ou alors vous faites ce que je vous dis, ou alors vous ne vous présentez plus parce que vous ne serez pas sélectionné. Il a la possibilité, essentiellement, il y en a une partie qui vont se ranger de son côté. D'abord, il y a la victoire. On ne peut pas dire non à la victoire, ça fait antidémocratique. Il y a une partie qui va se présenter, et déjà maintenant, il y en a un certain nombre qui sont en train de démissionner. C'est-à-dire que le parti va être cassé en deux. Donc ça, c'est vraiment un truc assez important. C'est le fait qu'il va entièrement ramener le parti travailliste dans quelque chose d'extrêmement dur. Mais donc c'est pas seulement Podemos. Mais donc c'est une aubaine pour les conservateurs. Alors les conservateurs pensent que c'est une aubaine. Je pense pas personnellement. C'est pas une mauvaise nouvelle. C'est compliqué parce qu'on franchement personne ne le sait. Eux-mêmes le savent pas. Ça va être disons que c'est plutôt bon pour eux quand même globalement. Ouais. Et deuxièmement, en revanche, les risques d'un split du Parti travailliste, d'une espèce de vague renaissance d'un parti centriste. Les libéraux sont morts aux dernières élections, mais d'une tentative de retrouver un centre-gauche réaliste, un centre-gauche de gouvernement. Je crois que la nature a horreur du vide, donc les 5 années qui viennent vont être absolument fascinantes. Et pour l'Angleterre et pour les pays autour, cette vitalité dans le débat d'idées, même si... S'il y avait des idées, oui. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait des partis qui détiennent la vérité. C'est ce qu'on veut toujours laisser penser. L'économie, c'est compliqué, il faut être des partis de... Non, il y a des peuples qui s'expriment. La preuve, ils ont élu quelqu'un. Moi, je trouve ça... je trouve que ça traduit une certaine vitalité d'un pays qui débat. Même si demain, il ne gagne pas d'élection, mais on débat. On ne peut pas se résoudre à ce que la solution, ce soit de devenir tous comme... Mais ce qui est certain, c'est que pour nous, journalistes, c'est qu'un monde où Donald Trump serait président des États-Unis et Jeremy Corbyn, Premier ministre anglais, serait certainement plus intéressant que le monde actuel. Non, c'était pas dans ce sens. Mais c'est 350 000 personnes essentiellement qui ont voté pour Corbyn. Et vraiment, ce que ça va faire au système britannique est assez intéressant à regarder. Alors, il faut voir aussi qui vont être les candidats contre lui, puisque Cameron a déjà dit qu'il ne se représenterait plus. On a le ministre des Finances, John Osborne, qui est propre sur lui et qui est le visage des coupes budgétaires. Et puis, on a Boris Johnson, le maire de Londres, qui lui aussi, d'ailleurs, fait du vélo et s'habille mal, encore cassé différemment. C'est un autre style. C'est un autre style, mais ça sera la bataille la plus rigolote ça serait la bataille la plus, c'est pas gagné, mais ça serait la bataille la plus rigolote politique. Je pense qu'effectivement Corbyn n'est pas éligible en 2020, mais ce qui arrive au parti, le plus dangereux, je dirais, c'est que ce qui arrive au parti travailliste va laisser les conservateurs devenir paresseux. Voilà. Alors, bataille politique rigolote, ce sera le mot de la fin. Peut-être que du coup, ça va nous donner envie d'aller voir un peu plus là-dessus. Le vrai mot de la fin, il est évidemment, comme chaque semaine, pour Dilemme, qui revient sur l'actualité, et qui revient bien sûr sur ce chamboulement politique en Angleterre. Un irrévérencieux Jeremy Corbyn face à une reine un peu interloquée. Il y a à parier que ce couple va devenir très populaire auprès des dessinateurs et des caricaturistes. Autre femme européenne incontournable, la Merkel, la chancelière allemande en sœur face à des réfugiés énamourés d'elle. L'image parle d'elle-même, je pense. Tout le monde sourit autour de la table, c'est réussi. L'ancien président français proposait cette semaine un statut de réfugié de guerre, proposition pilonnée par la gauche, c'est le moins que l'on puisse dire. L'actuel président français, François Hollande, caricaturé lui en chef de guerre devant une carte de la Syrie mouchetée de sang. Et puis enfin, rien à voir du tout. Les Suisses ont choisi un nouvel hymne national. Mais bien sûr, pour entériner le résultat de ce concours, il faudra passer par les urnes.
Un dernier mot avant de nous quitter, puisqu'on vient de l'apprendre, et ça, on en parlera la semaine prochaine. L'Allemagne, selon les médias allemands, l'Allemagne et l'Autriche auraient suspendu les accords de Schengen entre eux. Voilà, qui nous donne déjà un bon rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci à vous 4 d'avoir été avec nous. Et merci à vous qui nous suivez. Restez bien sûr sur TV5 Monde et revoyez cette émission sur Facebook, sur YouTube, bien sûr, quand vous le voulez. À la semaine prochaine.